Imaginez un instant, vous êtes en cours, plongé dans un sujet qui passe bien trop vite, laissant votre curiosité insatisfaite. C'est exactement ce qui m'arrivait en seconde lors d'un simple cours de SNT. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment cette passion est née, les défis que j'ai rencontrés, les moments où j'ai failli tout abandonner et surtout les victoires qui m'ont permis de tenir bon. Vous allez découvrir un parcours entre guillemets semé d'embûches, mais aussi de moments de pur bonheur. C'est parti. Tout a commencé en seconde, lors d'un cours de SNT. C'était l'un de ces cours où on aborde plusieurs sujets technologiques. Mais l'un d'entre eux m'a particulièrement captivé, la création de sites web. Le prof nous a brièvement montré comment utiliser HTML et CSS pour coder un site web, mais j'ai tout de suite senti que ça ne suffisait pas. On a survolé le sujet et ça m'a laissé sur ma faim. J'étais tellement intriguée que je suis rentrée ce soir-là chez moi avec une seule idée en tête, en apprendre plus sur ces langages de balisage. Ce qui est drôle, c'est que cette curiosité est devenue une véritable passion. J'ai commencé par des choses simples, comme créer des pages web basiques, juste pour voir comment tout ça fonctionnait. Et puis mon père a vu que je passais de plus en plus de temps sur l'ordinateur. Quand je lui ai expliqué, il m'a proposé une idée géniale. Pourquoi ne pas profiter de ta motivation pour apprendre un langage de programmation? Que dirais-tu d'essayer Python? Et là, tout a changé. Il m'a acheté une formation en ligne et c'est comme ça que l'aventure a vraiment commencé. Pendant 2 mois, j'étais à fond. Tous les jours après les cours, je me mettais sur mon ordinateur pour suivre les leçons. J'apprenais à manipuler des bases de données, à créer des interfaces utilisateurs, à comprendre les algorithmes, à coder des jeux. Bref, c'était super fascinant. Chaque petit succès, chaque programme qui fonctionnait, c'était une victoire en soi. Mais il y a eu un moment où j'ai dû faire une pause. C'était la fin de l'année, je devais mettre le paquet. Donc cette pression m'a très vite rattrapée et j'ai dû mettre le codage de côté pour me concentrer sur mes études. Mais le plus difficile, c'est que je n'ai jamais vraiment repris après ça. En fait, j'avais atteint mon but initial qui était de finir la formation et j'avais pas du tout prévu la suite. Le codage est resté en suspense comme un chapitre non terminé de ma vie. 2 ans plus tard, quelque chose en moi a changé. En fait, je me sentais toujours attirée par le codage et j'ai décidé de me lancer un nouveau défi. 90 jours pour apprendre à coder des sites web et documenter tout ça sur Instagram. Pourquoi Instagram? Parce que c'était pour moi un excellent moyen de me motiver et de partager mes progrès avec les autres. Et c'était aussi une façon un peu différente de d'habitude de me mettre la pression. Et puis j'avais envie de montrer aux autres comment est-ce que je galérais et que tout n'était jamais tout beau tout rose. Les premiers jours, ils étaient à la fois excitants et stressants. J'ai commencé par revoir les bases, HTML, CSS, et je me suis rendu compte que j'avais quand même oublié beaucoup de choses. Et après, je me suis plongée dans JavaScript. J'avais utilisé des ressources comme Open Classroom et W3 School pour apprendre de nouvelles techniques. Et chaque jour, je postais mes avancées, mes réussites, mais aussi mes échecs. C'était un moment très émotionnel, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin pour rester motivée. Pour apprendre, j'avais une méthode bien à moi. D'abord, je regardais des vidéos et je lisais des tutoriels pour comprendre les concepts de base. J'ai aussi suivi des cours sur des plateformes comme Open Classroom où j'ai trouvé des explications claires et des exercices pratiques. W3 School, c'était mon site de référence pour les exemples de code et les petites astuces. Mais le véritable apprentissage venait en réalité de la pratique. J'ai passé des heures à coder, à rester à débugger. Quand je rencontrais un problème, ma première réaction c'était de rechercher sur Google. J'écrivais des phrases comme comment aligner un élément au centre en CSS ou erreur JavaScript console. Et bien sûr, YouTube c'était un excellent allié aussi. Il y a une tonne de créateurs de contenu qui partagent leurs connaissances et leurs astuces et parfois une vidéo de 5 minutes pouvait résoudre un problème sur lequel j'avais bugué pendant des heures. Je me souviens d'un moment en particulier où j'avais passé des heures à essayer de comprendre pourquoi une fonction ne marchait pas. Je devenais fou. J'avais vérifié mon code 1000 fois, finalement, c'était juste une virgule manquante. Ces petites erreurs, elles peuvent vraiment vous apprendre à être attentif aux détails. Et le pire, c'est que ça m'est pas arrivé juste une seule fois. Parlons des obstacles maintenant. Il y en a eu plusieurs. Mais les 2 plus grands, c'était la pression sociale et scolaire et les erreurs bêtes. Lancer ce challenge en pleine période de révision du bac, c'était peut-être pas l'idée la plus brillante. J'avais mes premières épreuves début mai et après ça, c'était une course contre la montre pour tout enchaîner. C'était vraiment intense, la pression elle était énorme, non seulement parce que je devais réussir mes examens, mais aussi parce que je m'étais engagée publiquement à tenir ce défi. Et je vous avoue que j'avais fait ça sur un coup de tête, du coup j'avais super mal calculé. Et puis, il y avait ces moments où j'étais coincée sur des problèmes pendant des heures pour découvrir que c'était juste une petite erreur de syntaxe. C'était hyper frustrant, mais c'est aussi très formateur. Et ces moments, ça m'a aussi appris un peu la patience et l'importance de la rigueur. Malgré tous ces défis, il y a eu des moments incroyablement gratifiants. Le plus mémorable, c'était quand j'ai terminé mon premier mini-projet. Je me souviens encore de ce jeu de tir que j'avais programmé avec JavaScript.
Voir le résultat final, voir quelque chose que j'avais créé de mes propres mains, c'était juste incroyable. C'était un sentiment de fierté que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Et ces petits moments de réussite, souvent liés à ces petits mini-projets que je me donnais, c'est ce qui rendait le processus d'apprentissage tellement plus agréable. Chaque petit projet terminé, c'était une victoire, une épreuve que tous les efforts en valaient la peine, et c'est ce qui me pousse à continuer, à toujours vouloir en apprendre en plus. Avec mon expérience actuelle, je trouve que si votre objectif dans le code il est vraiment précis, par exemple coder un site web, alors juste coder des sites web et dès le début commencer par ça. En revanche, si votre objectif c'est de maîtriser un langage de programmation, ou s'il est juste beaucoup plus large et complexe, comme par exemple apprendre à coder des applications, je vous conseille de prendre une formation parce que ça va vous permettre d'éviter de perdre du temps et de vous concentrer directement sur l'essentiel. Et si vous vous demandez où acheter une bonne formation, alors à moins de connaître un bon formateur en qui vous avez confiance, allez sur Udemy, les prix sont vraiment raisonnables pour la qualité des formations. Pour ma part, j'ai cette formation de Jonathan Code qui fait aussi des tutoriels sur YouTube qui sont vraiment bien faits. Et si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour prendre cette formation-là, vous pouvez très bien commencer par les contenus YouTube gratuits qu'il offre. Et ma chère amie Yasmine a acheté une formation de Docstring. Du coup, on s'est échangé les identifiants et mots de passe. Si vous avez d'ailleurs une aussi bonne acolyte, vous pouvez faire de même. Je précise quand même que la deuxième formation, je ne l'ai pas encore finie, mais pour l'instant, elle est vraiment bien faite. Après, je ne suis pas du tout payée pour vous parler de ça, mais je vous mets quand même les liens nécessaires en description de cette vidéo. Sur ce, à bientôt pour la prochaine vidéo.